présentation PowerPoint que j'ai préparée sur Mac. Là, je vais faire le transfert vers PC. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de mise en page. S'il y en a, je vous prie de me pardonner. J'ai aussi une petite toux qui me poursuit depuis quelques semaines. Si j'ai de la misère à m'exprimer, c'est pas naturel. OK. Donc, commençons. Alors, dans la préface de son discours sur l'origine de l'égalité, Rousseau écrit la chose suivante. Aussi, je regarde le sujet de ce discours comme une des questions les plus intéressantes que la philosophie puisse proposer, et malheureusement pour nous, comme une des plus épineuses que les philosophes puissent résoudre. Car comment connaître la source de l'inégalité parmi les hommes si l'on commence par les connaître eux-mêmes? Et comment l'homme viendra-t-il à bout de se voir tel que l'a formé la nature, à travers tous les changements que la succession des temps et des choses a dû produire dans sa constitution originelle, et de démêler ce qu'il tient de son propre fond avec ce que les circonstances et ses progrès ont ajouté ou changé à son état primitif. Alors, je ne sais pas si Rousseau a trouvé la bonne réponse à cette question. Je ne sais pas non plus s'il avait les bons outils, en fait, pour répondre à cette question il y a 250 ans. Mais je sais qu'il avait posé la bonne question, à savoir, en bout de ligne, que si on veut comprendre vraiment d'où viennent les inégalités, d'où viennent les hiérarchies en général, et non pas dans un cas particulier, on doit vraiment s'intéresser à comment ils se rapportent à la nature humaine, à comment fonctionnent les sociétés humaines en général et à comment fonctionne l'esprit humain en général. Alors c'est le projet en fait que je me suis fixé dans l'ouvrage, qui était de proposer une histoire naturelle, une histoire qui situait l'apparition des hiérarchies sociales, politiques, l'apparition de l'État dans le cadre plus général de la nature humaine. À savoir par nature humaine ici, je réfère à des régularités neurologiques, à des neuralités cognitives, à des régularités sociales qui sont apparues au cours de notre évolution. Alors, essayons de regarder les choses du plus grand angle qui soit, dans le temps le plus long de l'évolution humaine, autour des 6 ou 8 derniers millions d'années. Alors, on a une évolution qui ressemble grosso modo à ça. Point de départ, on a des hiérarchies de dominance chez les grands singes qui sont très affirmées. Ensuite, au cours de l'évolution, on s'est débarrassé de ces hiérarchies pour créer des petites sociétés de chasseurs-cueilleurs relativement égalitaires où les hiérarchies de dominance avaient disparu. Et ensuite, plus récemment dans notre histoire, les hiérarchies sont réapparues pour mener à la situation que l'on a aujourd'hui, évidemment, où elles sont omniprésentes dans nos sociétés avec également des inégalités de l'exploitation. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est quels sont les mécanismes psychologiques et les mécanismes sociaux qui se trouvent derrière cette évolution que nous avons connue. Alors, le livre, finalement, propose vraiment une histoire naturelle de la politique dans notre lignée, qui est en fait en 4 temps, où je documente 4 transitions, 4 passages qui me semblent particulièrement pertinents. Donc, le premier, c'est le passage où on est passé des hiérarchies de dominance telles qu'on les connaît chez les grands singes, à des relations beaucoup plus égalitaires, à des rapports beaucoup plus coopératifs comme on les retrouve dans les petites sociétés humaines. Deuxième passage, qui est celui où on a développé des capacités cognitives chez l'être humain qui devaient permettre la réapparition de ces hiérarchies politiques dont nous étions débarrassés. Le troisième passage, où vraiment les hiérarchies se sont réintroduites, réinfiltrées dans les sociétés humaines, mais dans les sociétés sans État, avant l'apparition de l'État. Et la quatrième transition qui m'intéresse, c'est celle vraiment qui nous mène des sociétés sans État hiérarchisées aux sociétés où on a un État, où on a une administration, où on a de grandes structures hiérarchiques. Alors, je commence, en fait, je vais parcourir ces 4 temps avec vous aujourd'hui. Commençons du passage des hiérarchies de dominance à des rapports plus égalitaires, plus coopératifs. Donc, vous connaissez un peu ce que sont les hiérarchies de dominance. Vous savez que chez les grands singes, c'est omniprésent, chez les primates, c'est omniprésent. Ça s'appuie sur des mécanismes psychologiques, comportementaux qui sont assez primitifs. Donc, vous avez des attitudes de dominance qui sont ancrées dans des rapports de domination, d'agression. Vous avez des attitudes de soumission qui sont ancrées dans des réactions de peur, dans des comportements de fuite. Et quand vous arrivez dans une société de primates, vous pouvez très bien reconnaître quels sont les rapports entre les individus, quel est l'ordre social qui y règne. Bon, évidemment, les hiérarchies de dominance ne sont pas le simple résultat d'un programme génétique. Hein? Donc, c'est des structures sociales qui sont déterminées par toutes sortes de facteurs, des facteurs sociaux. Par exemple, c'est quoi la composition des groupes? Est-ce qu'il y a des alliés qui sont présents? Ça a une influence sur les hiérarchies de dominance que l'on va trouver. On sait aussi qu'il y a une dépendance des facteurs écologiques. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de dispersion pour les individus? Est-ce qu'il y a une compétition très, très forte pour les ressources à l'intérieur du groupe?
Donc, tous ces facteurs-là vont déterminer la forme qu'elles vont prendre. Alors, évidemment, j'en sens ici qui se pose la question, mais est-ce qu'il n'existe pas, au fond, de hiérarchie de dominance chez les humains? Et c'est vrai qu'il y a des comportements chez les humains que l'on retrouve qui correspondent, qui sont des analogues des comportements d'agression, de dominance et de soumission que l'on retrouve chez les grands singes. Alors, il n'y a aucun doute là-dessus, ils existent, c'est indubitable. La question, évidemment, c'est de savoir si ces comportements qui sont omniprésents dans nos sociétés sont au fondement de ces hiérarchies politiques qui nous intéressent. les gens de 30 ans et plus se rappellent que... Alors, la réalité, c'est que dans les régimes démocratiques que nous vivons, les individus qui souhaitent accéder au pouvoir suprême, les individus qui veulent accéder, qui veulent monter dans les hiérarchies, ne doivent pas faire preuve d'agressivité, ne doivent pas faire des vocalisations de domination, d'agression. Ils doivent plutôt essayer de montrer le parallèle entre eux et les gens ordinaires. Ils doivent essayer de se fondre, n'est-ce pas? Donc, même si des fois ça implique le fait d'adhérer à une symbolique ostentatoire, un peu de mauvais goût. Vous allez dire, bien sûr, voilà pour les régimes démocratiques. Voilà pour les régimes démocratiques. Mais au fond, l'histoire de la civilisation n'est-elle pas marquée par toute une série de sociétés qui étaient, où l'exploitation, les inégalités, la violence étaient omniprésentes? Bien sûr, mais même lorsqu'on regarde les États prémodernes, les États antiques, on constate qu'il y a toujours une symbolique où l'on met de l'avant la charité, la bienveillance, la magnificence du souverain. Comme ici sur cette peinture, vous voyez Saint-Louis en train de laver les pieds des pauvres, ce qui est quand même assez sympathique de sa part. Bon. Alors, rien de ce que je viens de dire, évidemment, ne vise à minimiser la présence de l'exploitation chez les humains, la présence des rapports de violence, la présence des rapports d'agression. En fait, chez les humains, on a des formes d'exploitation qui dépassent tout ce que l'on connaît dans le monde animal. La question, évidemment, c'est de savoir quels sont les mécanismes psychologiques et les mécanismes sociaux qui rendent cela possible. La réalité, c'est que les humains, à la base, sont plutôt difficiles à exploiter. Alors, pourquoi? Parce que contrairement aux autres primates, les humains ont une très grande propension à coopérer les uns avec les autres. Et lorsque vous avez à l'intérieur d'un groupe un individu qui cherche à s'imposer aux autres, les autres sont capables de faire une coalition pour y résister d'une manière qui dépasse complètement ce que vous avez chez les grands singes. Alors, dans le livre, je m'appuie assez largement sur la littérature psychologique qui montre que cette disposition à coopérer, notamment les travaux de Michael Tomasello, j'imagine que plusieurs d'entre vous les connaissent, qui montre que cette disposition à coopérer chez l'humain se développe très très tôt. Donc, dès l'âge de 9 à 12 mois, les enfants, les bébés humains, cherchent à partager le regard d'autrui. Dès leur première année, ils cherchent à s'engager dans toutes sortes de jeux, toutes sortes d'interactions coopératives avec les autres. Donc, vous avez là un niveau de coopération chez les humains qui existe dès le départ et qui est incomparable avec ce qu'on a chez les primates. C'est au fondement de ce que des philosophes comme Searle ou Margaret Gilbert ont appelé l'intentionnalité partagée. C'est aussi au fondement du langage. C'est quelque chose qui est complètement absent chez les primates qui, quant à eux, ont toujours besoin d'une raison extérieure. Ils ont besoin d'une motivation externe pour s'engager dans la coopération, pour suivre des conventions. Bon. C'est peut-être parce qu'ils ont lu David Lewis. Ça, c'est une blague pour les philosophes. Hein? OK. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que les primates ont une vie sociale qui soit simple. En fait, la vie sociale des primates est extrêmement complexe. Il repose sur des attentes sociales qui sont extrêmement flexibles, extrêmement sensibles au contexte. Vous avez le jeune mâle, par exemple, qui va apprendre que quand un mâle plus âgé lui montre les dents, c'est qu'il menace de l'agresser. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est génétique, c'est qu'il l'apprend socialement. Vous avez la mère, par exemple, qui va apprendre que le petit bébé qui lui tire son poil souhaite se faire transporter. Donc, vous avez des attentes sociales qui sont très complexes chez les primates. Mais néanmoins, chez l'humain, le plaisir que l'on cherche, le plaisir que l'on tire de l'attention conjointe, de s'engager dans des projets communs, ça mène chez nous à l'apparition d'attentes qui sont tout à fait distinctes. Et là, les philosophes se questionnent depuis des siècles sur l'origine de la normativité. Et dans l'ouvrage, je défends l'idée que l'origine de la normativité, au fond, c'est tout simplement ce plaisir que nous avons à interagir ensemble, les mécanismes cognitifs qui nous permettent de le faire, et le fait que l'on interagisse dans des contextes qui sont répétés, où on reconnaît la structure des contextes. Donc, ça mène finalement à l'apparition de ce qu'on appelle les normes sociales. Alors, je n'en dis pas plus. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, je dirais simplement que c'est assez difficile, en conséquence de ça,
d'exploiter les gens de manière directe en s'appuyant seulement sur la force brute. Donc, les réseaux sociaux au sein desquels les gens passent l'essentiel de leur vie sociale, j'entends pas uniquement Facebook, là, en général, les réseaux sociaux, ont tendance à être relativement égalitaires et à permettre un contrôle relativement efficace des individus agressifs et des individus tyranniques. Il y a toute une littérature anthropologique qui montre comment l'égalitarisme, ou un certain l'égalitarisme relatif est présent justement dans les petites sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades. Je pense notamment à un des meilleurs livres qui a été fait sur ces questions-là par l'anthropologue Christopher Byrne, qui a recensé en fait toutes les méthodes que les chasseurs-cueilleurs utilisaient pour contrôler les individus violents, contrôler les individus agressifs. Alors ça passe par le commérage, la moquerie, l'évitement, on cherche simplement à fuir les individus qui sont agressifs, on les exclut, et dans certains cas, évidemment, on peut même les assassiner. Alors, Christopher Byrne a fait un argument que je trouve particulièrement intéressant. Il dit que, dans le fond, les dispositions coopératives que l'on a chez les humains, ça mène à l'apparition de ce qu'il appelle une pyramide inversée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les individus les plus agressifs, les individus les plus dominants, au lieu de se retrouver au sommet de l'échelle sociale, vont plutôt avoir tendance à se retrouver à la base de l'échelle sociale. C'est pour ça que quand on interagit dans des milieux sophistiqués, tout le monde est très poli, tout le monde est très courtois, et quand on quitte ces milieux-là pour aller dans des milieux de niveau inférieur, c'est pas toujours le cas. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est à quel moment dans la lignée humaine, dans l'évolution humaine, on est parvenu à contrôler ces individus qui étaient les plus agressifs, les plus dominants. À quel moment est-ce qu'on a réussi à renverser les hiérarchies de dominance? Alors, une grande partie du livre porte là-dessus, et alors vous allez me dire, mais est-ce que c'est possible, sur la base des données archéologiques, de reconstruire, de comprendre quelles étaient les relations de hiérarchie ou d'égalité parmi nos ancêtres? Alors, directement, non. Par contre, ce que l'on peut trouver en étudiant les données archéologiques, c'est des indices indirects que les gens coopéraient davantage. Alors, l'argument que je défends dans l'ouvrage, c'est que si on trouve des preuves que les gens coopéraient davantage, on va trouver des preuves indirectes qu'ils étaient capables de résister au comportement agressif, au comportement de domination des individus les plus forts et les plus tyranniques. Donc, vous me suivez? Alors, l'argument, rapidement, c'est que quand on regarde les données archéologiques, on a vraiment deux phases dans l'évolution de la coopération qui sont assez marquées. La première qui apparaît à peu près ici, avec les premiers membres du genre Homo, il y a environ 2 millions d'années, dans une période qu'on appelle le Pléistocène, chez Homo habilis, mais encore plus chez Homo erectus. Alors, l'idée, c'est qu'à ce moment-là, il y a toute une série de changements qui se mettent en place. Premièrement, ça paraît un peu anodin, mais les gens perdent la capacité de grimper aux arbres. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que ça fait perdre la capacité de grimper aux arbres? Mais c'est très simple. C'est que les grands singes et les australopithèques et tous nos ancêtres grimpaient dans les arbres, se faisaient des nids la nuit pour se protéger contre les lions. Si vous n'avez plus la capacité de grimper aux arbres, c'est que vous êtes capable de vous protéger contre les lions. Alors, vous savez à quoi ça ressemble un Homo erectus? Ça n'a pas de grosses dents, ça n'a pas de grosses griffes, ça ne pèse pas 400 livres. Alors, si vous voulez vous protéger contre un lion, vous avez l'avantage à être nombreux et à avoir une certaine cohésion sur le plan social. Premier point. Deuxième point, on sait que ces gens-là commençaient à s'engager dans un charognage de plus en plus actif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement ils trouvaient parfois des restes de proie dans des endroits où il y avait encore un petit peu de viande ou un petit peu de moelle. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils étaient capables de passer directement après les lions et avant les hyènes. Okay? Parce que quand la hyène est passée, il ne reste plus rien. C'est la base de l'écologie de ces régions-là. Alors, ils arrivaient tout de suite après les lions. Et là, imaginez 10 Homo erectus qui arrivent en même temps, qui se regroupent, qui font un mur, qui crient, qui lancent des pierres. Donc, ils étaient capables de coopérer comme ça pour chasser les autres charognards qui voulaient finir, par exemple, le cadavre de tel ou tel herbivore. Donc, ça, on a des indices quand même assez solides d'un changement de diète. On a aussi des indices que ces gens-là étaient capables de coloniser des environnements qui étaient tout à fait différents, beaucoup plus diversifiés que ce qu'avaient colonisé leurs ancêtres. Donc, vous aviez des gens beaucoup plus mobiles. Donc, voilà, premier changement que je vois dans les données archéologiques. Deuxième changement, je le place ici. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Homo heidelbergensis, cet ancêtre commun, pour simplifier les choses, de l'homme de Néandertal et d'Homo sapiens, de nous? Qu'est-ce qui se passe essentiellement? C'est que vous voyez apparaître, par exemple, la chasse au gros gibier. Alors là, on n'est plus simplement dans le charognage. On est dans des sociétés qui vivent essentiellement en se nourrissant de gros herbivores. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, ça veut dire qu'ils sont capables de coopérer, qu'ils sont capables de faire face au risque qu'il y a à aller tuer un orignal avec 4 de vos jambes, par exemple, avec des pieux. Okay?
Donc c'est quand même un risque assez élevé. Mais le plus impressionnant, c'est pas ça. C'est pas l'orignal qu'on tue à 4 avec des pieux. Le plus impressionnant, c'est que pour être capable, pour qu'il y ait un sens à s'engager dans ce mode de subsistance, il faut que vous ayez socialement une structure de partage des fruits de la chasse qui permettent aux individus qui, eux, ne sont pas capables d'aller chasser l'orignal, de se joindre à vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous vivez dans une société où il y a des femmes enceintes, en général c'est le cas, où il y a des petits-enfants qui ne sont pas encore capables de tuer de gros herbivores, bien, si vous voulez que ces gens-là se joignent à votre société, si vous voulez les convaincre de faire partie de votre groupe, vous devez avoir un système où vous répartissez les fruits. Donc, on a un partage de la viande nécessairement qui se met en place à ce moment-là, parce que sans partage de la viande, pas de mode de subsistance reposant sur la chasse au gros gibier. Donc, vous voyez, là, on a vraiment un système de coopération qui est très large. Mais on a une preuve de coopération encore plus intéressante qui se met en place à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle la réorganisation des phases de la vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez peut-être que l'être humain, les bébés humains, quand ils viennent au monde, sont dans un état de dépendance beaucoup plus grand que les bébés chimpanzés. Donc, le bébé chimpanzé, lui, vient au monde dans les heures et celui qui est capable de s'agripper au poil de sa mère. Chez les bébés humains, c'est plus rare. En fait, même, ça prend 3 ou 4 mois avant que le bébé puisse tenir sa tête droite sur ses épaules. Donc, vous avez un état de vulnérabilité qui est plus important. Qu'est-ce que ça implique? Vulnérabilité plus grande, investissement plus grand. Investissement plus grand, coopération plus grande nécessaire. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, la période de dépendance est beaucoup plus grande. Un chimpanzé s'est allaité pendant 4 ou 5 ans par sa mère. Après ça, ça devient autonome. Ça apprend à se nourrir soi-même, ça ne dépend plus de sa mère. Et le père ne contribue absolument pour rien. Chez les humains, dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, vous avez souvent un allaitement qui va se poursuivre jusqu'à 3, 4, même des fois 5 ans. Mais ensuite, le bébé ne devient pas autonome. Il y a un autre bébé qui arrive, et le premier enfant continue à être dépendant jusqu'à l'âge d'environ 15 ans, même des fois 20 ans. Puis là, aujourd'hui, je vous en parle pas. Mais tout ça pour dire que la période de dépendance avant laquelle l'individu commence à être du côté de ceux qui contribuent et non plus du côté de ceux qui reçoivent est au moins 3 fois plus longue chez les humains. Donc, vous imaginez le coût immense que ça implique sur le plan collectif. C'est impensable si vous n'avez pas les mâles qui commencent à contribuer aux soins aux enfants et si vous n'avez pas au sein des groupes un système de coopération extrêmement large. Donc, à ce moment-là, en fait, l'argument que je fais dans l'ouvrage, c'est qu'il y a au moins 2 stades dans l'évolution de la coopération. Un premier stade qui implique une coopération dans des activités quotidiennes où on s'alimente, où on se protège, où on se déplace, on fait du charognage. Et un deuxième stade qui implique vraiment la capacité de participer à des projets coopératifs sur le très long terme. Élever une famille, essentiellement, ou des projets extrêmement risqués, comme le partage de la viande. Alors, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, le bottom line, comme on dit, c'est le suivant. C'est que le niveau de coopération, à mon avis, que l'on observe chez nos ancêtres il y a un demi-million d'années, apparaît complètement incompatible avec le maintien des hiérarchies de dominance. S'ils étaient capables de coopérer pour faire tout ce que je viens de dire, c'est sûr qu'ils étaient capables de coopérer aussi pour contrôler les matamores qui voulaient dominer les individus les moins puissants. Alors c'est bien, on se dit, bon voilà, les hiérarchies de dominance sont disparues, mais qu'est-ce qui leur a permis de revenir? Pourquoi est-ce qu'elles sont revenues? Alors ce que je soutiens, c'est qu'elles n'auraient pas pu revenir avant Homo sapiens. Il s'est passé quelque chose avec Homo sapiens qui a permis aux hiérarchies de dominance de se réinsérer, aux hiérarchies politiques de se réintroduire dans les sociétés humaines. Alors pour comprendre pourquoi, il faut voir quelle forme prennent ces hiérarchies politiques lorsqu'elles arrivent pour la première fois dans les sociétés humaines, dans les sociétés les plus simples, dans les sociétés les plus petites, dans celles qui ressemblent le plus à celles, finalement, dans lesquelles vivaient les premiers Homo sapiens. Alors, généralement, elles arrivent sous la forme de ce que les anthropologues vont appeler une chefferie minimale. Alors, qu'est-ce que la chefferie minimale? C'est une situation où vous avez un chef qui, sans disposer d'un pouvoir coercitif, donc le pouvoir de contraindre autrui, va avoir la responsabilité pour arbitrer les conflits, va être capable de diriger les rituels, va être capable de parler au nom de son clan. Ça, à mon avis, c'est l'aspect le plus important. Va être capable de parler au nom de son lignage, de le représenter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour être capable d'avoir ce genre de chefferie minimale qui se réintroduit, qui apparaît dans les sociétés humaines, il faut que les gens soient assez intelligents, qu'ils aient les capacités cognitives pour se représenter le fait que les groupes humains ont un point de vue propre
pour utiliser l'expression du philosophe Philippe Pettit, qui ont un mind of its own, que le groupe a un mind of its own. Voilà. Donc il faut comprendre que le groupe peut avoir un point de vue et que le point de vue est différent de celui de ses membres. Donc ça semble simple, mais essayer d'expliquer ça à un enfant de 4 ans ou 5 ans, ça va vous prendre quand même beaucoup de temps. Par exemple, comprendre que le point de vue du gouvernement des États-Unis n'est pas nécessairement le point de vue de tous les membres de l'exécutif. Vous comprenez ça spontanément, vous voyez ce que je veux dire spontanément, mais essayez d'expliquer ça à un enfant de 4 ans, il ne comprendra absolument rien. Alors, ce que je soutiens dans l'ouvrage, c'est que pour construire cette chefferie minimale avec une représentation, il faut avoir une capacité socio-cognitive particulière que les spécialistes en sciences cognitives appellent la théorie de l'esprit de haut niveau. Donc, c'est vraiment la capacité de se représenter des choses de différents points de vue, de voir comment les choses, de quoi les choses peuvent avoir l'air d'un point de vue différent du vôtre, d'un point de vue qui entre éventuellement en conflit avec le vôtre. Donc, avec un archéologue, Christopher Hinchelwood, ça fait quelques années qu'on fait valoir l'idée que les innovations comportementales que l'on observe avec l'apparition des premiers Homo sapiens en Afrique s'expliquent très bien par l'apparition de cette capacité cognitive. Donc l'apparition des premières parures, les gens qui utilisent des bijoux, les premiers bijoux de l'histoire de l'humanité, l'apparition de gravures abstraites où les gens commencent à faire toutes sortes de motifs sur leur objet, l'apparition de styles aussi, les gens s'intéressent au style de leurs outils lithiques, de leurs outils osseux. Donc Chris et moi, là je ne fais pas l'argument complet, on a un article justement que Pierre mentionnait qui va apparaître dans Current Anthropology, un très gros article où on dépeint tout ça. Ce que l'on soutient, c'est que toutes ces innovations-là, au fond, que l'on observe avec l'apparition d'Homo sapiens, partagent un même trait. C'est qu'ils trahissent un intérêt des premiers membres de notre espèce pour la manière pour l'apparence des choses. D'accord? Et là, ce qu'on se dit, c'est que si les gens sont intéressés à l'apparence des choses, c'est qu'ils sont capables de reconstruire le point de vue d'autrui sur les choses. Sinon, vous n'auriez pas ces innovations-là qui se diffuseraient dans la culture matérielle. D'accord? Alors, ce que l'on soutient, ce que je soutiens, avec Chris aussi, c'est que les populations antérieures à Homo sapiens avaient une capacité de coopération qui est absolument formidable. Mais que pour des raisons cognitives, elles étaient en quelque sorte condamnées à vivre dans l'égalité. trop stupide en fait pour avoir des hiérarchies. Mes amis défenseurs des Néandertaliens n'aimeraient pas ce que je viens de dire. Alors là, évidemment, la question qu'on se pose, c'est vraiment de pouvoir créer des hiérarchies. Mais encore, faut-il savoir pourquoi les hiérarchies finalement apparaissent. Parce qu'on pourrait être capable d'en faire, mais pas en faire. Il y a plein de choses qu'on est capable de faire et qu'on ne fait pas, n'est-ce pas? Quand on regarde dans la littérature depuis des centaines et des centaines d'années, il y a une idée qui semble revenir avec une très grande persistance, qui est la vision que j'appelle fonctionnaliste. Qui consiste à dire finalement, si les hiérarchies apparaissent, c'est parce qu'elles servent à quelque chose. Elles ont une fonction. Alors Machiavel, par exemple, déjà il y a 500 ans, disait qu'au commencement du monde, étant peu nombreux, les habitants vécurent un temps dispersés comme des animaux. Puis, l'espèce se multipliant, ils se regroupèrent et pour pouvoir mieux se défendre, commencèrent à considérer celui qui était le plus robuste et le plus courageux, le choisir comme chef et lui obéir. Donc vous voyez, on avait besoin d'un chef parce qu'on était plus nombreux, et c'est pour ça que finalement les hiérarchies sont réapparues. Même idée chez Condorcet, 2 siècles plus tard, qui nous dit que le besoin d'un chef afin de pouvoir agir en commun, soit pour se défendre, soit pour se procurer avec moins de peine une subsistance plus assurée et plus abondante, introduisit dans ces sociétés primitives les premières idées d'une autorité politique. Et encore une fois, c'est le discours fonctionnaliste qui est omniprésent dans toute la littérature anthropologique. Dans la littérature moderne, par exemple, on le retrouve chez des auteurs qu'on a qualifiés de néo-évolutionnistes, Marshall Salins, Edmund Service, Morton Fried, dans les années 60, qui ont dit finalement que quand on avait des groupes qui devenaient de plus en plus nombreux, quand les sociétés devenaient de plus en plus grandes, les hiérarchies, ce qu'eux appelaient la complexité, apparaissaient pour finalement maintenir la cohésion, maintenir l'intégration sociale. Alors chez Service, par exemple, on a une typologie des sociétés humaines qui est proposée, où on a un lien entre la taille des sociétés, la taille des groupes, et l'apparition des hiérarchies, l'apparition des inégalités. Alors c'est quelque chose d'extrêmement connu en anthropologie, où à la base, on a des petites bandes de chasseurs-cueilleurs égalitaires, où il n'y a aucune hiérarchie. Ensuite, on a des tribus, où vous avez ce que j'ai appelé la chefferie minimale, vous avez des groupes qui sont représentés par des chefs, par des leaders. Ensuite, vous avez des chefferies où commencent en plus de ça à arriver des inégalités sociales. Vous avez des inégalités de richesse, notamment entre différents individus.
Et finalement, vous avez des États, là où vous avez vraiment un pouvoir coercitif qui se met en place, et vous avez une stratification sociale entre des nobles et des classes inférieures. Extrêmement influent. Cette idée-là, d'une relation finalement entre le nombre et l'organisation politique, est partagée aussi, par exemple, par quelqu'un comme Pierre Clastre, qu'on ne peut pas soupçonner d'avoir été favorable aux hiérarchies, qui dit qu'il est très probable, en fait, qu'une condition fondamentale d'existence de la société primitive consiste dans la faiblesse relative de sa taille démographique. Les choses ne peuvent fonctionner selon le modèle primitif que si les gens sont peu nombreux. Ou en d'autres termes, pour qu'une société soit primitive, il faut qu'elle soit petite par le nombre. Alors, un des problèmes, évidemment, qu'on trouve dans la littérature, c'est que cette dynamique-là, ce mécanisme-là qui lie la taille des groupes aux hiérarchies politiques, n'est jamais explicité de façon très détaillée. Et une des choses que j'essaie de faire dans l'ouvrage, c'est justement de décrire de la façon la plus détaillée qui soit, c'est quoi le mécanisme, en fait, qui lie ces choses-là ensemble. Et je vous fais un peu l'argument rapidement, qui s'appuie essentiellement sur la littérature psychologique, économique, sur les normes sociales, la confiance et la coopération. Alors, on y va comme suit, ça y va comme suit. Au départ, les individus, les humains, ont une tendance naturelle à coopérer, à respecter les normes sociales et à punir ou à éviter les gens qui ne les respectent pas. Donc, c'est censé. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quand vous vivez dans une société où les groupes sont de plus en plus nombreux, ça devient de plus en plus difficile pour vous de surveiller les faits et gestes d'autrui. Ça devient de plus en plus difficile pour vous de sanctionner les comportements d'autrui qui sont inappropriés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans les sociétés sans État, dans les petites sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades, vous avez tout simplement une dynamique de fission et de dispersion qui se met en place. Les groupes grandissent, quand ils atteignent une certaine taille, il y a des chicanes, les gens s'en vont de leur côté et se dispersent sur le territoire. Ils vont chasser ailleurs. Alors, est-il possible, et comment, de contourner en fait ce cycle de la fission-dispersion, croissance-fission-dispersion, que l'on observe dans toutes les sociétés, les petites sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades? Alors, ce que je soutiens, c'est qu'on peut le faire. Et pour y arriver, ce qu'il faut, c'est que certains individus à l'intérieur du groupe acquièrent une notoriété particulière et en viennent à indiquer la fiabilité d'autres individus à l'intérieur du cadre social. Ce qui va faire en sorte que vous allez avoir finalement cette organisation en grappe qui caractérise finalement les réseaux sociaux et qui caractérise les organisations sociales hiérarchique. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous interagissez, quand vous vivez dans une société, dans une grande organisation, une université, une grande entreprise, une administration publique? Vous n'avez pas à suivre les faits et gestes de chacune des personnes dans votre institution pour que ça fonctionne, pour participer, pour coopérer avec le reste de l'organisation, pour participer aux finalités de l'organisation. Vous pouvez vous contenter de suivre les gens qui font partie de votre grappe immédiate, vos collègues de votre département, les membres de votre équipe, les membres de votre unité, de votre sous-groupe. Et pour le reste, vous ne suivez pas la réputation des individus eux-mêmes. Vous vous contentez de suivre la réputation des sous-groupes. Alors, vous ne vous demandez pas, par exemple, est-ce que monsieur dans tel département fait bien sa job? Vous vous dites, quelle est la réputation de cette équipe-là en général? Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça crée une pression au sein des sous-groupes pour maintenir leur ordre à l'intérieur. Donc, vous avez un intérêt à maintenir la réputation, par exemple, de votre clan, de votre lignage, de votre département, de votre unité. Pourquoi? Parce que les gens à l'extérieur ne vous regardent pas vous, ils regardent la réputation de votre groupe. Et si quelqu'un qui est lié à vous, à l'intérieur de ce groupe, se comporte d'une manière inappropriée, c'est la réputation du groupe en entier qui est entachée, et éventuellement la capacité que vous avez à l'intérieur de l'organisation de recevoir des bénéfices de l'organisation entière. C'est clair? C'est bon? Alors, pour le dire de manière simple, vous avez cette dynamique sociale de croissance, problème de contrôle, dispersion qui est vraiment universelle. Vous pouvez mettre en place des mécanismes qui vous permettent de la contrôler, de la contourner. Vous créez des sous-groupes. Vous introduisez ce que j'appelle la division du travail de sanction. Ce qui fait en sorte qu'au sein de la société, vous, votre rôle, ce n'est pas de sanctionner les comportements de tout le monde. Vous, votre rôle, c'est de contrôler les gens qui sont proches de vous, les gens qui font partie de votre unité. Et les gens dans l'autre unité, vous ne les sanctionnez pas. Tout ce que vous vous contentez de faire, c'est d'évaluer à la hausse ou à la baisse la réputation du groupe auquel vous appartenez. Alors ça mène à l'introduction
de ces hiérarchies dans les sociétés sans État. Donc, dans les petites sociétés de chasseurs-cueilleurs, par exemple, qui sont nomades, les chefs ont un rôle qui est très, très limité. Mais souvent, par exemple, vous allez avoir, par exemple, chez les Algonquins, ici dans la région, vous allez avoir des périodes d'agrégation où ils vont se rencontrer pour faire des grandes fêtes, début de l'été, fin de l'été, faire des mariages, faire des échanges. Et dans ces périodes-là, le pouvoir des chefs, l'importance des clans, devient de plus en plus saillant. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir 10 personnes, 25 personnes qui vont se promener sur le territoire pour chasser l'orignal, vous allez avoir 150, 200, 300 personnes qui vont se regrouper pour faire une fête. Et là, il y a des échanges économiques importants. Donc, vous avez besoin de cette organisation-là pour être capable de réussir ces échanges, de cette coopération entre les groupes. D'accord. Je suis content que tout le monde suive. L'approche fonctionnaliste rencontre parfois des problèmes. À savoir qu'on peut comprendre que les hiérarchies sont parfois utiles. Mais le problème, c'est qu'elles ne semblent pas parfois utiles. Ou pour le dire autrement, elles ne sont pas toujours autant fonctionnelles pour tout le monde. Hein? Elles sont plus fonctionnelles pour certains que pour d'autres. Alors, est-ce qu'on peut expliquer aussi l'inégalité, l'exploitation, la domination, la corruption par leur caractère fonctionnel? C'est une critique que les gens ont fait au fonctionnalisme depuis toujours. Ils ont dit, vous nous expliquez les beaux côtés, mais vous ne nous expliquez pas le caractère conflictuel qui vient avec les hiérarchies. Alors, un point qui est intéressant, c'est que quand les hiérarchies apparaissent dans les sociétés sans État, parfois, ça vient avec des inégalités qui sont plutôt fortes, la domination qui est plutôt forte. D'autres fois, ça vient avec des inégalités qui sont plutôt restreintes. Alors, comment on fait pour expliquer ça? Que parfois, la complexité, ça mène à des injustices, alors que parfois, ça fonctionne relativement bien, on a de meilleurs designs institutionnels, si je peux dire. Alors, l'argument, par exemple, vous avez des sociétés qui vivent dans des petits villages avec quelques centaines d'individus où vous allez avoir des inégalités sociales extrêmement fortes, des relations de patronage, de clientélisme, de l'esclavage, par exemple, dans les sociétés à Bigman, en Indonésie, dans les sociétés de la côte nord-ouest du Pacifique, hein, ceux qui font les gros totems, dans les sociétés pastorales, plusieurs sociétés pastorales africaines. Alors que dans d'autres circonstances, vous allez avoir des sociétés sans État qui vivent dans des gros villages, 1000, 2000, 3000 individus, où il y a en réalité très très peu d'inégalités de richesse. Par exemple, ici dans la vallée du Saint-Laurent, voilà, les Iroquois vivaient parfois dans des villages de 3000 habitants et il n'y avait pratiquement pas d'inégalités. Donc c'est quand même très restreint, les inégalités de richesse. Plusieurs Indiens du Pueblos du sud-ouest américain, plusieurs sociétés aussi d'Amérique du Sud. Ici, j'ai une photo de Guarani qui ont été étudiées par Pierre Classe, qui vivait aussi dans de tels gros villages où les inégalités étaient restreintes. Donc, qu'est-ce qui fait que parfois les hiérarchies vont être plus fonctionnelles pour certains que pour d'autres, alors que d'autres fois, finalement, on va parvenir à construire des sociétés plus complexes tout en maîtrisant ces inégalités et cette exploitation. Alors, l'argument que je fais dans l'ouvrage, en m'appuyant encore une fois sur la littérature anthropologique, c'est que quand vous construisez ces grands réseaux hiérarchiques constitués de grappes, il y a deux manières par lesquelles un individu peut acquérir une position d'influence. Il y a deux manières par lesquelles un individu peut se retrouver au cœur, devenir un nœud finalement dans ce réseau-là. Okay? La première, c'est ce que les anthropologues vont appeler la stratégie de réseau. C'est quand cet individu va entretenir des relations, par exemple, de patronage, de clientélisme, va indiquer la fiabilité d'individus qui appartiennent à son réseau et qui entretiennent par rapport à lui une relation d'endettement, une relation de dépendance. Donc, vous allez avoir des relations de patron-client, des relations d'esclavage. Dans ces sociétés-là, vous allez avoir une concentration de la richesse, un pouvoir qui va être personnalisé, une consommation ostentatoire, une valorisation des biens de prestige. À l'inverse, vous pouvez avoir un autre type de société où, au lieu d'avoir cette organisation qui va reposer sur des relations de patronage, vous allez avoir une relation qui va reposer sur des corps constitués, corporate groups, comme on dit en anglais, une organisation corporative, où, par exemple, vous allez avoir des clans, vous allez avoir des lignages, vous allez avoir des classes d'âge, vous allez avoir des sociétés secrètes, comme dans plusieurs sociétés africaines, et là, ça va être des groupes beaucoup plus égalitaires, où le chef va accéder à son pouvoir soit par élection, soit par mérite, soit par âge, tout simplement. Donc, dans ces sociétés-là, beaucoup plus égalitaires, vous allez avoir une relative égalité économique, vous allez avoir un pouvoir qui va être dépersonnalisé. Il n'y aura pas le culte des individus précis. Vous allez avoir une consommation qui va être beaucoup plus mesurée.
Et au lieu d'avoir des biens de prestige privés individuels, vous allez avoir de grands espaces monumentaux pour les grandes célébrations publiques. Donc vous voyez, l'argument que je défends, c'est que dans une société où vous acquérez votre place dans le corps social parce que vous avez des gens qui sont endettés envers vous, vous êtes en mesure de vous comporter avec beaucoup plus d'impunité, vous avez beaucoup plus de marge de manœuvre pour vous comporter d'une manière inappropriée que quand vous êtes élu au mérite, ou que quand vous êtes choisi pour représenter votre groupe qui est très égalitaire et où les gens peuvent vous sanctionner, peuvent vous contrôler, peuvent vous punir. Alors ce que je soutiens en fait, c'est que le côté gauche rend le contrôle social des individus dominants beaucoup plus difficile à cause de la relation d'endettement qui est impliquée. Dans le côté droit, c'est beaucoup plus facile de contrôler les gens parce qu'il y a un rapport d'autonomie, d'égalité entre les individus, okay? et ceux qui les représentent. Alors, pour le dire simplement, ça c'est l'état de nature, c'est la dynamique de base que l'on a. Deux mécanismes relationnels qui sont possibles, deux manières finalement d'introduire les hiérarchies. Stratégie de réseau, ça mène à l'apparition de hiérarchies et d'inégalités. Stratégie corporative, ça mène à l'apparition de hiérarchies, mais sans les inégalités. Alors, j'arrive à la dernière partie, l'origine de l'État. Il y a évidemment plusieurs personnes qui se sont penchées sur le sujet avant moi. Ça fait des centaines d'années, évidemment, que les gens se questionnent sur l'origine de l'État, évidemment, depuis les auteurs du contrat social, mais aussi au 19e siècle, au 20e siècle, les anthropologues, les archéologues, les sociologues se sont questionnés, ils ont étudié où était apparu l'État, sous quelle forme, quels étaient les facteurs causaux qui avaient mené à l'apparition de l'État en Mésopotamie, en Chine, dans la vallée de l'Indus, en Mésoamérique. Alors, ce que je fais dans l'ouvrage, c'est que je reprends en fait je fais une revue des différentes théories qui ont été proposées pour expliquer l'origine de l'État. Et j'en conclus que toutes ces théories pointent en fait vers ce que j'appelle la double nature de l'État. L'État, les grandes relations, les grandes organisations hiérarchiques dans lesquelles on vit, d'un côté, permettent des formes inédites de coopération. Il y a plusieurs auteurs qui insistent là-dessus. Ils disent, surtout pour ce qui concerne la sécurité. Alors, on va dire, l'État apparaît parce qu'on en a besoin pour se protéger. Donc, ça nous permet de coopérer d'une manière que ne nous permettait pas de coopérer les autres organisations précédentes. Donc, on insiste sur les bénéfices. D'autres vont dire, ça nous permet de construire de plus grandes infrastructures, par exemple. Carl Wittfogel, en fait, sa théorie du despotisme oriental, insistait là-dessus. On crée l'État parce qu'on en a besoin pour se doter de grands systèmes hydrauliques. Bon, c'est faux, mais enfin, c'était une théorie intéressante à l'époque. Alors, à l'inverse, les gens vont également insister sur les facteurs qu'on pourrait appeler conflictuels. À savoir qu'une fois que l'État apparaît, il y a aussi permet des formes de violence et des formes d'exploitation complètement inédites. Alors, ça permet de dominer les gens de façon plus efficace. D'accord? Alors, les gens vont insister sur le fait, par exemple, que les moyens de coercition qui viennent avec l'État permettent de soumettre davantage de gens. L'armement, le progrès militaire, le progrès technologique, la présence de surplus qui permet d'entretenir des armées, par exemple. Ça permet de compétitionner les autres, ça permet de les soumettre, les réduire en esclavage, de leur faire payer un tribut. Alors, on a les deux côtés qui sont présents dans la littérature. Et ce que j'essaie de faire dans mon ouvrage, c'est de comprendre d'où provient finalement cette double nature de l'État. Parce que d'un côté, ça permet une coopération inédite, et de l'autre, ça permet une exploitation inédite. Donc c'est quand même assez curieux que finalement ces deux choses-là viennent ensemble, les deux extrêmes finalement, et dans le mal et dans le bien. Alors, pour essayer de répondre à la question, il faut évidemment se demander ce qu'est l'État, c'est quoi le propre de l'État? Hein? À quoi ça revient finalement à être un État? Qu'est-ce qu'on est le matin quand on se réveille et qu'on est un État? Alors, évidemment, on est un peu mal parce que quand on parcourt la littérature, on est toujours pris avec cette encombrante citation et définition de Max Weber qui ne veut pas nous quitter, qui nous dit finalement qu'il faut concevoir l'époque contemporaine comme une communauté humaine qui revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. Alors c'est la célébrissime définition de Max Weber qu'il a donnée au début du siècle passé dans son ouvrage sur le savant, dans ses conférences sur le savant et le politique. Évidemment, elle pose toutes sortes de problèmes. Le premier problème, évidemment, c'est qu'il n'y a jamais eu aucun État qui n'a revendiqué avec succès le monopole de la violence physique légitime.
Et là, même si vous pensez que le nôtre ne permet pas l'usage de la violence physique légitime, voici une preuve contraire. C'est une image de UFC pour les. Voilà. Alors, pour comprendre, ce qu'il faut faire, c'est lire le paragraphe suivant chez Weber, celui qu'on lit jamais. Alors, celui où Weber nous explique que ce qui est le propre de notre époque, c'est qu'elle n'accorde à tous les autres groupements ou aux individus le droit de faire appel à la violence que dans la mesure où l'État le tolère. Celui-ci passe donc pour l'unique source du droit à la violence. Alors là, il y a une distinction qui est intéressante. L'État, ce n'est pas nécessairement celui qui a le monopole de la violence physique légitime. C'est celui qui autorise les gens à faire preuve de violence, à utiliser la sanction. D'accord? Alors, ce que je fais dans l'ouvrage, c'est que je distingue en fait trois mécanismes, dont un que je pose vraiment au cœur de l'apparition de l'État. Les deux premiers, j'en ai déjà parlé. Quand les hiérarchies apparaissent, première chose qu'on fait, c'est qu'on crée des sous-groupes. Deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on opère une division du travail de sanction. On dit que tel individu va être responsable pour sanctionner tel groupe d'individus et non pas tout le monde dans la société. D'accord? Et la troisième chose qu'on fait, et là c'est vraiment là qu'apparaît l'État, quelque chose de très tardif, on délègue le pouvoir de sanction. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu simplement de dire vous allez vous occuper de contrôler tel groupe d'individus, on dit moi, je vais décider que toi, tu vas avoir le pouvoir de confier à telle personne le droit de sanctionner un tiers. Et là, vous imaginez très bien qu'on peut avec ça faire une chaîne qui va s'avérer infinie. Donc, je peux déléguer à quelqu'un la capacité de déléguer, de déléguer, de déléguer, de déléguer. Et là, on se retrouve avec cette grande accordéon de la hiérarchie politique. D'accord? Alors, mais qu'est-ce que ça fait? Pourquoi est-ce que c'est si efficace? Pourquoi est-ce que ça nous permet de coopérer? Et pourquoi ça nous permet d'être dominés parfois de manière aussi violente? Alors, l'argument que je fais, c'est que cette délégation du pouvoir, quand on l'introduit dans les relations sociales, crée, je reviens encore une fois à cette idée de relation de dépendance entre la personne supérieure, entre le supérieur et son subordonné. Le subordonné doit à son supérieur son bien-être, sa position sociale, son prestige. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que, encore une fois, le subordonné est très peu capable de contrôler son supérieur, parce qu'il est endetté envers lui. Donc, si son supérieur se comporte de manière inappropriée, il n'est pas capable de le punir, il n'est pas capable de l'empêcher de le faire. Alors, l'idée de base, c'est que quand vous avez cette relation qui se met en place entre les gens, vous avez des gens au niveau supérieur qui peuvent contrôler, qui peuvent mettre en action des quantités d'humains absolument inédites, mais en même temps, vous avez des gens qui peuvent se comporter aussi avec une grande impunité. Alors, c'est vraiment là que je vois le nœud de l'affaire, cette double nature de l'État. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il existe une distinction claire entre les sociétés sans État et les sociétés avec État? Alors, vous avez par exemple Pierre Classe qui, dans la société contre l'État, faisait l'affirmation suivante. Il disait que, dans la nuance qui caractérise toujours Pierre Classe, l'histoire ne nous offre en fait que deux types de sociétés absolument irréductibles l'un à l'autre. Deux macro-classes qui chacune rassemblent en soi des sociétés qui, au-delà de leurs différences, ont en commun quelque chose de fondamental. Il y a d'une part les sociétés primitives, ou sociétés sans État, il y a d'autre part les sociétés à État. Donc c'est une thèse assez radicale qui dit que finalement, les sociétés, toutes les sociétés qui ont existé se partagent en deux. Ça m'apparaît peut-être un peu trop radical, dans la mesure où j'ai de la difficulté à imaginer des sociétés qui se couchent le lundi soir sans avoir d'État et qui se réveillent le mardi matin avec un État. Donc je pense qu'on doit être capable d'imaginer une certaine transition, un certain passage d'une société sans État à une société à État. Et ce que je fais dans l'ouvrage, c'est que j'essaie de détailler un peu comment ça peut arriver. C'est qu'à partir du moment où vous avez une société sans État hiérarchisée, où il peut y avoir des classes sociales, où il peut y avoir des gens qui disposent de beaucoup d'esclaves, qui disposent d'un réseau de clientèle, et qui commencent à introduire cette idée de délégation du pouvoir de sanction, eh bien à ce moment-là, vous pouvez voir enclencher différentes dynamiques sociales de compétition. Alors par exemple, vous pouvez avoir une compétition pour les ressources qui vont être nécessaires pour entretenir ces chaînes d'autorité de plus en plus longues. Si vous voulez convaincre les gens de se mettre sous vos ordres, vous devez les entretenir. D'accord? Et ça demande des ressources. Donc, vous devez toujours extraire, trouver davantage de ressources pour convaincre les gens de venir appartenir à votre suite. Pour éviter, évidemment, qu'ils se dispersent, tout simplement, qui est l'attitude de base. Hein?
Ensuite, vous avez une compétition pour la survie qui va s'établir entre les différents entrepreneurs politiques. Et ça, j'ai mis la photo de Norbert Elias pas par hasard, parce qu'en fait, c'est le processus qu'il décrit dans son célèbre ouvrage sur le processus de civilisation, où il montre qu'à partir de l'écroulement de l'Empire carolingien en Europe, quand vous arrivez au Moyen-Âge, vous voyez apparaître cette dynamique de compétition de manière très forte. Donc, vous avez de petits baronnets qui contrôlent leur fief, et là, on est en compétition pour accumuler le plus de ressources possible, parce que sinon, on va se faire manger par le voisin. Et là, on essaie d'intégrer l'autre dans notre structure militaire, dans notre structure hiérarchique, on essaie de subordonner. Et cette compétition-là mène vraiment à la consolidation des États modernes en Europe, à l'aube de la modernité. Alors, pour le dire rapidement, vous avez cette situation où une société sans État introduit la délégation du pouvoir de sanction. Vous avez des processus de compétition, et c'est vraiment de ça. Donc, c'est un processus qui peut être rapide, mais qui demeure un processus, donc c'est pas du jour au lendemain, comme l'aurait voulu Pierre Craft, que vous voyez apparaître l'État. Alors, j'ai presque terminé. Je vais simplement faire quelques mentions en terminant. C'est qu'à son apparition, l'État ne va pas remplacer la totalité des institutions de la société sans État. Lorsqu'un État apparaît, généralement, il apparaît avec une stratification sociale. Donc, vous avez des nobles, et vous avez des couches intérieures, la roture, et typiquement, la roture, comme elle ne peut pas s'élever dans l'échelle sociale, parce qu'il y a des distinctions de statut qui sont très fortes, va avoir tendance à ne pas coopérer, à limiter les contacts avec le haut de la hiérarchie. On va accepter de payer un tribut pour avoir la paix, mais essentiellement, on va maintenir entre nous, dans notre société de paysans, dans notre communauté de paysans, la plupart des institutions de gouvernance que l'on retrouvait dans les sociétés sans État. Donc, quand vous mettez en place un État, souvent dans les États antiques, vous allez avoir cette stratification très forte où, à la base, les communautés de paysans vont conserver une autonomie de paix qui va être très grande, où l'État va se contenter finalement d'aller chercher un tribut pour entretenir justement sa noblesse, pour entretenir sa hiérarchie militaire. La démocratisation, j'ouvre un peu là-dessus dans l'ouvrage à la fin. J'aimerais poursuivre en fait cette réflexion-là peut-être dans le futur, mais c'est des idées qui me viennent notamment de Charles Tilly. La démocratisation consiste précisément à briser cet isolement des couches inférieures, cette tendance à l'isolement des couches inférieures, en permettant à ces communautés de paysans de s'intégrer pleinement au système politique. Alors, je reprends dans l'ouvrage un peu la thèse que vous connaissez peut-être de la force des démocraties. Alors, il y a une vieille thèse qui parcourt l'ensemble de l'histoire de la pensée occidentale et qui dit que dans le fond, les démocraties ont une puissance propre qui fait en sorte qu'elles ont beaucoup plus d'énergie que les régimes despotiques, les régimes tyranniques. Et je l'explique par le fait que quand vous brisez justement cet isolement des masses, vous êtes capable d'extraire d'elles un effort coopératif qui va être beaucoup plus grand que ce que vous allez avoir quand vous allez vivre dans une situation de stratification sociale où il va y avoir, du côté de la moitié de la société, tout simplement une tendance à dire non, nous on ne participe pas à ce système-là. Donc, vous voyez, l'ouvrage se termine sur un appel à la démocratie, à la force de la démocratie et à ses vertus. Et ben voilà, je vais arrêter là-dessus. Je vous remercie beaucoup.